La frontière est mince entre le respect et l'humiliation. Lorsque cette frontière est franchie au sein de sa propre famille, que doit faire une mère? Jusqu'où iriez-vous pour défendre votre dignité? Je m'appelle Rose Rémy, j'ai 60 ans et j'ai vécu presque toute ma vie à Lille, dans le nord de la France. Une ville charmante, avec ses rues pavées et ses façades de briques rouges qui ont été témoins de ma jeunesse, de mon mariage, de la naissance de mon fils, malheureusement, aussi lorsque je suis devenue veuve il y a 7 ans. C'est un dimanche après-midi typique avec un ciel nuageux comme c'est généralement le cas à Lille en automne que ma vie a changé à jamais. Le déjeuner en famille était pour moi une tradition sacrée. Après le décès de Pierre, mon mari, ces rencontres sont devenues encore plus importantes. C'est alors que j'ai pu voir mon fils Philippe, ma belle-fille Céline et mes 2 petits-enfants bien-aimés, Mathieu, 12 ans, et la petite Amélie, 8 ans. La table était mise avec ce que je pouvais offrir de mieux. J'avais préparé du coq au vin, la recette que j'ai apprise de ma mère et perfectionnée au fil des décennies. L'arôme du vin rouge mélangé aux fines herbes remplissait la salle à manger. Pour accompagner, un gratin de pommes de terre dauphinoise et une salade vinaigrette à la moutarde de Dijon. Et en dessert, une tarte tatin tout juste sortie du four. Philippe est arrivé le premier, avec ce sourire hérité de son père. Il m'a serré fort dans ses bras, comme il le faisait toujours. « Maman, ça sent bon », dit-il en m'embrassant sur le front. Céline est entrée peu de temps après, impeccablement habillée comme d'habitude, avec une robe trop chère pour un simple déjeuner de famille, coiffée parfaitement, et ce regard que je connaissais bien, de quelqu'un qui arrive ennuyé, comme si être là était un fardeau. Les enfants ont couru pour me serrer dans leurs bras. « Mamie, tu as fait la tarte tatin ?» demande Amélie les yeux brillants. Rien ne m'a fait plus plaisir que de voir leurs visages s'illuminer. Nous nous sommes assis à table et tout semblait normal, du moins au début. Philippe parlait de son travail de professeur d'université, les enfants parlaient de l'école et Céline restait pratiquement silencieuse, tripotant parfois son téléphone sous la table, une habitude qui m'avait toujours gênée, mais que j'avais appris à tolérer pour la paix familiale. C'est lorsque j'ai servi le plat principal que tout a commencé. « Rose, tu as mis du vin dans ce poulet, n'est-ce pas ?» demanda Céline d'un ton qui annonçait déjà des ennuis. « Oui, chérie. C'est du coq au vin, il utilise toujours du vin rouge dans la recette, » répondis-je naturellement. Elle repoussa l'assiette d'un geste sec. « Je vous l'ai dit 1000 fois, nous élevons les garçons selon un régime alimentaire conscient. Pas d'alcool dans leur nourriture. » Philippe est rapidement intervenu. « Céline, l'alcool s'évapore pendant la cuisson, tu le sais. » « Pas complètement, » coupa-t-elle, puis elle se tourna vers moi avec ce regard glacial. « Est-ce si difficile pour vous de respecter nos choix en tant que parents? Ou le faites-vous exprès? » J'ai senti mon cœur se serrer. Je voulais juste faire quelque chose de spécial, la recette familiale. « Ta recette de famille, » l'interrompit-elle en élevant la voix. « Toujours tes traditions, tes règles. Il est peut-être temps de comprendre que le monde ne tourne pas autour de toi, Rose. » Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Les visages de Mathieu et d'Amélie étaient confus, effrayés. Philippe semblait partager entre défendre sa femme ou sa mère. Mais Céline n'avait pas fini. « Sais-tu quel est ton problème, Rose? Tu ne peux pas accepter que tu ne sois plus le centre de la vie de ton fils. Tu agis toujours comme si nous devions nous plier à tes souhaits. Franchement, c'est pathétique. » Ma main tremblait en tenant la cuillère de service. 60 ans de vie, et je ne m'étais jamais senti aussi petit, aussi insignifiant. Et ce dîner, continua-t-elle en désignant la table, ce désespoir de votre part de nous maintenir liés à ces anciennes traditions. C'est comme si vous essayiez de nous étouffer avec votre amour contrôlant. Céline, ça suffit, finit par intervenir Philippe, mais il était trop tard. Non, ce n'est pas suffisant, dit-elle en me regardant maintenant directement. Peut-être qu'il est temps de dire ce que tout le monde pense mais a peur de dire. Tu es devenu un fardeau, Rose. Un fardeau pour ton fils, un fardeau pour cette famille. Et franchement, tes tentatives pour rester pertinent sont embarrassantes.
Les larmes que j'essayais de retenir coulaient sur mon visage. Je ne pouvais regarder personne. J'avais l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. Chez moi, à ma table, devant mon fils et mes petits-enfants, j'avais été réduit à néant. Philippe se leva brusquement. Les enfants, allez dans le salon et regardez la télévision un moment, a-t-il dit d'une voix qui ne supportait aucun défi. Lorsqu'ils partirent, il se tourna vers Céline. Comment as-tu pu? Devant les enfants? Mais elle haussa simplement les épaules, ce geste d'indifférence que je connaissais si bien. Il fallait que quelqu'un dise la vérité. C'est à ce moment-là, alors que j'essuyais mes larmes avec la serviette en tissu que j'avais brodée il y a tant d'années, que quelque chose a changé en moi. Une pensée sombre m'a traversé l'esprit. Je connaissais le secret de Céline. Je savais ce qu'elle faisait le mardi après-midi quand elle était censée être au spa. Je connaissais l'homme dans la voiture noire qui attendait à 2 rues de chez nous. Je le savais, et jusqu'à ce moment-là, j'avais gardé ce secret par amour pour mon fils, par amour pour mes petits-enfants. Mais à ce moment-là, en regardant le visage satisfait de ma belle-fille, j'ai réalisé que parfois le silence n'est pas une protection, mais une complicité. Et je ne serai plus complice. Philippe, dis-je doucement, ma voix à peine au-dessus d'un murmure, je pense que c'est l'heure du dessert. Et j'ai quelque chose de très spécial à partager avec tout le monde. Les yeux de Céline ont rencontré les miens et pour la première fois cet après-midi-là, j'ai vu quelque chose de différent en eux. Peur. Vous pensez connaître votre famille, mais dans quelle mesure ce que nous voyons n'est-il qu'une façade? Ensuite, je vais vous raconter le secret que j'ai gardé pendant des années et comment un simple dessert peut changer le destin de toute une famille. L'horloge murale, héritage de mon grand-père, marquait chaque seconde d'un tic qui semblait faire écho à la tension de l'environnement. Philippe se tenait toujours entre Céline et moi, tel un médiateur réticent sur un champ de bataille domestique. Maman, je pense que nous ferions mieux de laisser le dessert pour un autre jour, suggéra-t-il, de cette voix qu'il utilisait étant enfant pour calmer les disputes. Les enfants peuvent revenir et... Non, mon fils, l'interrompis-je avec un calme que je ne savais même pas posséder. Les enfants devraient rester dans la chambre pour le moment. Ce dessert est réservé aux adultes. Je me suis levé lentement, ressentant le poids de la soixantaine, mais aussi un regain de force que je n'avais pas connu depuis que j'ai fait face au diagnostic de cancer de mon mari Pierre, il y a des années. Je me dirigeais vers la cuisine, où m'attendait la tarte tatin, ses pommes caramélisées rougeoyantes comme de l'ambre. En plaçant la tarte sur un plateau, mon esprit a voyagé 3 mois en arrière, vers un mardi ordinaire qui est devenu tout sauf ordinaire. J'étais rue Esquermoise, sortant de la boulangerie Myrthe, où j'avais acheté les fameuses gaufres fourrées à la vanille que Mathieu aimait tant. Le ciel était particulièrement bleu ce jour-là, chose rare à Lille, et j'avais décidé de marcher encore un peu avant de rentrer chez moi. Les rues pavées du Vieux-Lille racontaient sous mes pieds des histoires vieilles de plusieurs siècles, des histoires de guerre et de renaissance, de familles qui allaient et venaient, tout comme la nôtre. C'est alors que j'ai aperçu la voiture, une Peugeot noire garée discrètement de l'autre côté de la rue, à côté de la petite place où les touristes prenaient des photos de l'architecture flamande. Je n'aurais rien remarqué de spécial sans l'éclat doré des cheveux de Céline montant dans cette voiture. Je m'arrêtai, sentant mon cœur s'accélérer. Le sachet de gaufres a failli me glisser des doigts. Céline était censée être au travail à ce moment-là, à la banque où elle était gestionnaire de placement. Que faisais-je là, dans le centre historique, en me faufilant dans une voiture que je n'avais jamais vue auparavant? À ce moment-là, j'ai pensé à l'appeler, c'était peut-être juste un trajet d'un collègue? Peut-être un déjeuner d'affaires? Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce la façon furtive dont elle jetait un coup d'œil autour d'elle avant d'entrer, vérifiant qu'elle n'était pas surveillée, ou peut-être était-ce cette intuition que seules les mères et les belles-mères développent au fil des années. La voiture démarra doucement, se fondant dans la circulation urbaine. Je restai là quelques minutes, les gaufres refroidissant dans mes mains, alors qu'un malaise s'installait dans ma poitrine. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué une tendance. Tous les mardis, Céline raconte se rendre au spa Hermitage, près de la Grand Place, pour ses moments de bien-être.
Elle a toujours insisté sur l'importance de ces moments pour sa santé mentale, pour être une mère plus présente, comme elle disait. Philippe encourageait même ses escapades, soulagé de voir sa femme plus détendue, plus patiente avec les enfants à son retour. Mais un après-midi, poussé par une curiosité que je ne parvenais pas à expliquer, je me suis arrêté au spa. L'Ermitage était un établissement élégant, avec des vitrines présentant des produits de luxe et une clientèle exclusive. Je suis entré, feignant d'être intéressé par les soins du visage. En feuilletant le catalogue de services, j'ai interrogé nonchalamment la réceptionniste sur la popularité des mardis. « Oh, les mardis sont nos jours les plus calmes, madame, répondit-elle en souriant. C'est pourquoi nous proposons des réductions spéciales. J'imagine que c'est à ce moment-là que madame Rémy arrive, alors, commentai-je, comme si je ne voulais rien. Ma belle-fille dit toujours à quel point elle apprécie la tranquillité. La réceptionniste fronça les sourcils, consultant discrètement l'ordinateur. Madame Céline Rémy? Je ne vois aucune réservation récente pour elle. Étrange, répondis-je, ressentant une sensation de serrement dans mon estomac. Elle vient tous les mardis. La jeune femme hésita, visiblement mal à l'aise de contredire un client. En fait, madame, baissa-t-elle la voix, madame Rémy avait résilié son abonnement mensuel il y a presque un an. Je m'en souviens car elle était une cliente régulière. Je suis sorti du spa avec un léger vertige, comme si le sol vacillait sous mes pieds. Céline avait menti. Pendant près d'un an, tous les mardis, elle a menti sur l'endroit où elle se trouvait, sur ce qu'elle faisait. Alors, un mardi pluvieux, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Quelque chose que j'aurais mal vu si quelqu'un me l'avait dit. J'ai suivi ma belle-fille. La journée a commencé comme les autres. Céline partait travailler le matin, impeccablement vêtue de son costume gris, ses cheveux blonds attachés en un élégant chignon. À 2h de l'après-midi, je reçois un message de Philippe me demandant d'aller chercher Amélie à l'école, car Céline avait une urgence au travail. J'ai bien sûr accepté, toujours heureuse de passer plus de temps avec ma petite fille. Mais à 14h30, au lieu d'aller à l'école, je me suis rendu en voiture à la banque où travaillait Céline. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, me sentant comme un personnage d'un film d'espionnage bon marché, complètement hors de mon élément. À 14h45, Céline quitte le bâtiment, mais ne semble pas pressée par une urgence. Elle marcha calmement jusqu'à une rue latérale et prit un taxi. J'ai suivi le taxi du mieux que j'ai pu, les essuie-glaces travaillant furieusement contre la pluie incessante de l'île. Elle descendit rue Nationale, où l'attendait la même Peugeot noire. Comme la première fois, elle regarda autour d'elle avant de monter dans la voiture. Et je l'ai suivie dans la circulation urbaine jusqu'à un petit hôtel-boutique de la rue de Paris. L'hôtel des artistes n'était pas le genre d'endroit qui attire l'attention. Discrètement élégant, avec seulement 12 chambres, connu pour son intimité et sa discrétion. Le genre d'endroit où se retrouvent les gens qui ne veulent pas être vus. Je me suis garé à une distance sûre et j'ai attendu, la pluie créant un voile translucide entre moi et le monde extérieur. Céline entra dans l'hôtel sans se retourner. 20 minutes plus tard, un homme est arrivé. Grand, bien habillé, avec des cheveux gris sur les tempes et une allure qui suggérait l'autorité. Il n'était pas éblouissant comme les stars de cinéma, mais il avait cet attrait qui vient de la confiance, du pouvoir. Ils n'échangeaient ni baisers ni câlins en public, ils étaient discrets. Mais à la façon dont ils se regardaient. J'ai reconnu ce regard. C'était la même chose que Pierre m'avait offerte quand nous étions jeunes, quand notre amour était encore nouveau, électrisant, irrésistible. Je suis resté dans la voiture pendant près de 2 heures, les gouttes de pluie glissant sur les vitres comme des larmes que je ne pouvais pas me permettre de verser. Pas à cause de ce que j'avais découvert après tout, qu'était pour moi Céline sinon la femme que mon fils avait choisie? Mais pour la douleur que cela causerait à Philippe s'il le savait, pour le monde de Mathieu et d'Amélie qui serait déchiré. Je les ai vus partir, chacun à des moments différents. D'abord lui, ajustant sa veste, vérifiant sa montre comme s'il terminait une réunion d'affaires. Puis, un quart d'heure plus tard, Céline,
le visage marqué par cette expression que j'ai immédiatement reconnue, la satisfaction langoureuse qui suit l'intimité. Je suis rentré chez moi ce jour-là le cœur lourd. Non pas à cause de ce qu'il avait découvert, mais à cause de ce qu'il devrait faire de cette information. J'aimais mon fils. J'aimais mes petits-enfants. Révéler ce que je savais pourrait détruire la famille à laquelle je tenais tant. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai observé Céline avec des yeux différents. J'ai remarqué comment elle souriait à son téléphone lorsqu'elle recevait certains messages. Comment j'ai inventé des rendez-vous de travail qui ne pouvaient jamais être reportés. Comme elle paraissait parfois distante lors des dîners de famille, perdue dans des pensées qu'elle ne partageait pas. Et le plus troublant, la façon dont elle traitait Philippe avec une impatience croissante, comme s'il était un obstacle sur son chemin. Mon fils, toujours gentil, toujours compréhensif, a accepté ce traitement comme une partie normale d'un mariage de plusieurs années, des hauts et des bas auxquels toutes les relations sont confrontées. Un soir, alors que nous faisions la vaisselle après le dîner, Philippe m'a avoué qu'il s'inquiétait pour son mariage. « Je ne sais pas ce qui se passe, maman, dit-il en séchant distraitement une assiette. Céline semble si distante ces derniers temps. Comme si elle tolérait simplement notre vie ensemble. » J'ai senti le poids du secret m'écraser. Serait-ce le moment de le dire? Pour ouvrir les yeux de mon fils sur la trahison qui se produisait sous son propre toit? Mais j'ai regardé dans le salon, où Mathieu aidait Amélie à faire ses devoirs, leurs têtes blondes penchées sur leurs livres, et les mots sont morts dans ma gorge. Tous les mariages traversent des moments difficiles, répondis-je, me détestant pour ma lâcheté. Peut-être que vous avez besoin de temps rien que pour vous deux. Un week-end, loin des enfants et du travail. Philippe souriait, ce sourire confiant qu'il avait hérité de son père. Tu sais toujours quoi dire, maman. Je planifierai quelque chose pour notre anniversaire le mois prochain. Alors j'ai gardé le secret. Semaine après semaine, tandis que Céline poursuivait ses escapades du mardi, je restais silencieux. Je me suis dit que c'était par amour pour ma famille, que je protégeais mes petits-enfants de la douleur de voir leurs parents se séparer. Mais il y avait des moments, seul dans mon lit la nuit, où je me demandais si j'étais complice de quelque chose qui finirait par causer encore plus de douleur. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce moment, avec l'humiliation de Céline qui me brûlait encore la poitrine, avec ces mots cruels qui résonnaient encore à mes oreilles, tu es devenu un fardeau, Rose. Revenant au présent, j'ai placé la tarte au centre de la table. Le doux arôme des pommes caramélisées contrastait avec l'amertume de la situation. Tous les regards étaient braqués sur moi, Philippe confus, Céline inquiète. Avant de servir le dessert, commençai-je en regardant directement Céline, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire sur les mardis. Le visage de Céline a perdu toute couleur. Ses mains, toujours aussi fermes et contrôlées, se mirent à trembler légèrement. Elle le savait. Je savais exactement ce que j'allais faire. Maman, je pense vraiment. Philippe essaya à nouveau d'intervenir. Philippe, dit-elle doucement, s'il te plaît, laisse-moi finir. Céline a dit que c'était l'heure de la vérité, n'est-ce pas? Et elle a raison. J'ai retiré la chaise et je me suis assis, ajustant ma serviette sur mes genoux comme si nous étions sur le point d'avoir une conversation informelle sur la météo. Il y a un petit hôtel rue de Paris, continuai-je d'une voix étonnamment ferme. Un lieu charmant et discret, avec des fenêtres donnant sur une cour intérieure. L'hôtel des artistes. Y êtes-vous déjà allé, Céline? Les yeux de Céline s'écarquillèrent, un mélange de choc et de reconnaissance. Philippe nous regardait tour à tour, confus, les sourcils froncés par la concentration, comme s'il essayait de déchiffrer un problème mathématique particulièrement complexe. « De quoi tu parles, maman ?»« Je parle du Spa Hermitage, où votre femme est censée se rendre tous les mardis, » répondis-je calmement. « C'est drôle, tu sais ? Quand je suis passé lui acheter une carte cadeau pour son anniversaire, j'ai découvert qu'elle avait annulé son abonnement il y a presque un an. Bizarre, non ? » Philippe se tourna lentement vers Céline, dont le visage était désormais un masque de panique. « Que dit-elle, Céline ?
Céline se releva brusquement en laissant tomber son verre de vin. Le liquide rouge coulait sur la nappe blanche comme du sang, une métaphore visuelle de ce qui arrivait à notre famille à ce moment-là. C'est ridicule, balbutia-t-elle, son accent devenant plus prononcé, comme toujours lorsqu'elle était nerveuse. Rose invente des choses parce qu'elle ne supporte pas la vérité sur elle-même. Parce qu'elle ne supporte pas l'idée qu'elle n'est plus le centre de sa vie. Je secouai lentement la tête. Rue de Paris, numéro 27. Tous les mardis, à 3 heures de l'après-midi. La Peugeot noire qui se gare 2 rues en dessous de chez nous. L'homme aux cheveux gris qui vous accueille dans le hall. Est-ce que j'invente aussi, Céline? À chaque détail que j'évoquais, je voyais le visage de Céline se transformer. La panique cède la place au désespoir, le désespoir à la défaite. Et Philippe, mon pauvre fils, passant du choc à l'incrédulité, et enfin à une sorte de compréhension qui semblait le vieillir sous mes yeux. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les mots qui pouvaient être prononcés. Un silence chargé du poids des secrets dévoilés, des mensonges démasqués, de la confiance brisée. Philippe resta immobile, comme s'il avait été transformé en pierre. Son expression est passée du choc à la douleur, et finalement à quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant, une colère contenue et palpitante. « Combien de temps ?» demanda-t-il finalement, sa voix presque méconnaissable. Céline n'a pas répondu. Ses mains agrippaient le bord de la table comme si c'était son seul point d'ancrage avec la réalité. « Combien de temps ?» a crié Philippe, nous faisant sursauter. Jamais, au cours de toutes mes années de mère, je n'avais entendu mon fils crier ainsi. 3 ans, murmura-t-elle, si bas que je pouvais à peine l'entendre. 3 ans. Plus long que je ne l'imaginais. Plus de la moitié du temps depuis la naissance de mon plus jeune petit-fils. Assez de temps pour des milliers de mensonges, des centaines de mardis volés à la vie de famille. Qui est-il ? demanda Philippe, d'une voix désormais maîtrisée mais tremblante sous l'effort. Céline regarda le sol. Est-ce important ? Oui, bon sang, c'est important. Philippe frappa du poing sur la table, faisant tinter la porcelaine. Je veux savoir qui a détruit ma famille. Elle leva alors les yeux, une étincelle de défi remplaçant la culpabilité. Voulez-vous vraiment savoir ? Ou préférez-vous que quelqu'un d'autre que nous-mêmes soit à blâmer ? N'ose pas, siffla Philippe. N'ose pas me mettre ça sur le dos. Je suis rentré chez moi ce jour-là le cœur lourd. Non pas à cause de ce qu'il avait découvert, mais à cause de ce qu'il devrait faire de cette information. J'aimais mon fils. J'aimais mes petits-enfants. Révéler ce que je savais pourrait détruire la famille à laquelle je tenais tant. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai observé Céline avec des yeux différents. J'ai remarqué comment elle souriait à son téléphone lorsqu'elle recevait certains messages. Comment j'ai inventé des rendez-vous de travail qui ne pouvaient jamais être reportés. Comme elle paraissait parfois distante lors des dîners de famille, perdue dans des pensées qu'elle ne partageait pas. Et le plus troublant, la façon dont elle traitait Philippe avec une impatience croissante, comme s'il était un obstacle sur son chemin. Mon fils, toujours gentil, toujours compréhensif, a accepté ce traitement comme une partie normale d'un mariage de plusieurs années, des hauts et des bas auxquels toutes les relations sont confrontées. Un soir, alors que nous faisions la vaisselle après le dîner, Philippe m'a avoué qu'il s'inquiétait pour son mariage. « Je ne sais pas ce qui se passe, maman, dit-il en séchant distraitement une assiette. Céline semble si distante ces derniers temps. Comme si elle tolérait simplement notre vie ensemble. J'ai senti le poids du secret m'écraser. Serait-ce le moment de le dire ? Pour ouvrir les yeux de mon fils sur la trahison qui se produisait sous son propre toit ? Mais j'ai regardé dans le salon, où Mathieu aidait Amélie à faire ses devoirs, leurs têtes blondes penchées sur leurs livres, et les mots sont morts dans ma gorge. Tous les mariages traversent des moments difficiles, répondis-je, me détestant pour ma lâcheté. Peut-être que vous avez besoin de temps rien que pour vous deux. Un week-end, loin des enfants et du travail. Philippe souriait, ce sourire confiant qu'il avait hérité de son père. Tu sais toujours quoi dire, maman.
Je planifierai quelque chose pour notre anniversaire le mois prochain. Alors j'ai gardé le secret. Semaine après semaine, tandis que Céline poursuivait ses escapades du mardi, je restais silencieux. Je me suis dit que c'était par amour pour ma famille, que je protégeais mes petits-enfants de la douleur de voir leurs parents se séparer. Mais il y avait des moments, seul dans mon lit la nuit, où je me demandais si j'étais complice de quelque chose qui finirait par causer encore plus de douleur. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce moment, avec l'humiliation de Céline qui me brûlait encore la poitrine, avec ces mots cruels qui résonnaient encore à mes oreilles, tu es devenue un fardeau, Rose. Revenant au présent, j'ai placé la tarte au centre de la table. Le doux arôme des pommes caramélisées contrastait avec l'amertume de la situation. Tous les regards étaient braqués sur moi, Philippe confus, Céline inquiète. Avant de servir le dessert, commençai-je en regardant directement Céline, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire sur les mardis. Le visage de Céline a perdu toute couleur. Ses mains, toujours aussi fermes et contrôlées, se mirent à trembler légèrement. Elle le savait. Je savais exactement ce que j'allais faire. Maman, je pense vraiment. Philippe essaya à nouveau d'intervenir. Philippe, dit-elle doucement, s'il te plaît, laisse-moi finir. Céline a dit que c'était l'heure de la vérité, n'est-ce pas? Et elle a raison. J'ai retiré la chaise et je me suis assis, ajustant ma serviette sur mes genoux comme si nous étions sur le point d'avoir une conversation informelle sur la météo. Il y a un petit hôtel rue de Paris, continuai-je d'une voix étonnamment ferme. Un lieu charmant et discret, avec des fenêtres donnant sur une cour intérieure. L'hôtel des artistes. Y êtes-vous déjà allé, Céline? Les yeux de Céline s'écarquillèrent, un mélange de choc et de reconnaissance. Philippe nous regardait tour à tour, confus, les sourcils froncés par la concentration, comme s'il essayait de déchiffrer un problème mathématique particulièrement complexe. De quoi tu parles, maman? Je parle du Spa Hermitage, où votre femme est censée se rendre tous les mardis, répondis-je calmement. C'est drôle, tu sais? Quand je suis passé lui acheter une carte cadeau pour son anniversaire, j'ai découvert qu'elle avait annulé son abonnement il y a presque un an. Bizarre, non? Philippe se tourna lentement vers Céline, dont le visage était désormais un masque de panique. Que dit-elle, Céline? Céline se releva brusquement en laissant tomber son verre de vin. Le liquide rouge coulait sur la nappe blanche comme du sang, une métaphore visuelle de ce qui arrivait à notre famille à ce moment-là. C'est ridicule, balbutia-t-elle, son accent devenant plus prononcé, comme toujours lorsqu'elle était nerveuse. Rose invente des choses parce qu'elle ne supporte pas la vérité sur elle-même. Parce qu'elle ne supporte pas l'idée qu'elle n'est plus le centre de sa vie. Je secouai lentement la tête. Rue de Paris, numéro 27. Tous les mardis, à 3 heures de l'après-midi. La Peugeot noire qui se gare 2 rues en dessous de chez nous. L'homme aux cheveux gris qui vous accueille dans le hall. Est-ce que j'invente aussi, Céline? À chaque détail que j'évoquais, je voyais le visage de Céline se transformer. La panique cède la place au désespoir, le désespoir à la défaite. Et Philippe, mon pauvre fils, passant du choc à l'incrédulité, et enfin à une sorte de compréhension qui semblait le vieillir sous mes yeux. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les mots qui pouvaient être prononcés. Un silence chargé du poids des secrets dévoilés, des mensonges démasqués, de la confiance brisée. Philippe resta immobile, comme s'il avait été transformé en pierre. Son expression est passée du choc à la douleur, et finalement à quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant, une colère contenue et palpitante. « Combien de temps ?» demanda-t-il finalement, sa voix presque méconnaissable. Céline n'a pas répondu. Ses mains agrippaient le bord de la table comme si c'était son seul point d'ancrage avec la réalité. « Combien de temps ?» a crié Philippe, nous faisant sursauter. Jamais, au cours de toutes mes années de mère, je n'avais entendu mon fils crier ainsi. 3 ans, murmura-t-elle, si bas que je pouvais à peine l'entendre. 3 ans. Plus long que je ne l'imaginais. Plus de la moitié du temps depuis la naissance de mon plus jeune petit-fils.
Assez de temps pour des milliers de mensonges, des centaines de mardis volés à la vie de famille. Qui est-il? Demanda Philippe, d'une voix désormais maîtrisée mais tremblante sous l'effort. Céline regarda le sol. Est-ce important? Oui, bon sang, c'est important. Philippe frappa du poing sur la table, faisant teinter la porcelaine. Je veux savoir qui a détruit ma famille. Elle leva alors les yeux, une étincelle de défi remplaçant la culpabilité. Voulez-vous vraiment savoir? Ou préférez-vous que quelqu'un d'autre que nous-mêmes soit à blâmer? N'ose pas, siffla Philippe. N'ose pas me mettre ça sur le dos. Elle sait que quelque chose ne va pas, mais elle ne comprend pas quoi. Elle demande juste quand nous rentrerons tous ensemble à la maison. Chaque mot était comme un couteau. Et tu as dit? Ça, nous ne le savons pas encore. Que les adultes doivent régler certaines choses. Rassemblant mon courage, j'ai demandé ce que je voulais vraiment savoir. Et Céline? Le visage de Philippe se durcit. Elle est chez sa sœur à Paris. Elle a demandé du temps pour réfléchir. Avez-vous parlé du fait que ma femme a un amant depuis 3 ans? Sa voix avait une froideur que je ne m'avais jamais adressée auparavant. Ou du fait que ma mère le savait et a choisi de le révéler de la pire façon possible? Les mots m'ont frappé comme une gifle. Philippe, Non, m'a-t-il interrompu. Pas aujourd'hui, maman. Je ne peux pas avoir cette conversation aujourd'hui. Il s'est levé et est allé dans la cuisine, où je l'ai entendu avoir un ton joyeux avec les enfants. La visite s'est terminée plus tôt que prévu. Philippe inventa un prétexte pour un travail inachevé et les enfants, bien que réticents, suivirent leur père. Avant de partir, Mathieu hésita à la porte. « Grand-mère, dit-il en regardant ses pieds, papa a dit que parfois les adultes font des erreurs. De grosses erreurs. » J'ai avalé difficilement. « Oui, chérie. C'est vrai. As-tu fait une erreur ?» Ses yeux rencontrèrent les miens, cherchant des réponses que je n'étais pas sûre de pouvoir donner. Comment expliquer à un enfant que parfois la frontière entre justice et vengeance est si mince qu'on ne s'en rend compte qu'en la franchissant? Comment pourrais-je dire que je voulais blesser ta mère sans me rendre compte que les éclats d'obus allaient aussi le toucher? Oui, Mathieu, répondis-je finalement. J'ai fait une erreur. Une grosse erreur. Il hocha la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Maman aussi, dit-il simplement, puis il suivit son père. Cette nuit a été la première d'une longue série que j'ai passée seule avec mes pensées, revivant le moment que j'ai choisi pour révéler le secret de Céline. Elle avait été poussée par l'humiliation, par la colère, par le désir de montrer qu'elle n'était pas le fardeau qu'elle décrivait. Mais ce faisant, j'étais devenu exactement ce dont elle m'accusait, quelqu'un qui avait blessé sa famille. Les jours se sont transformés en semaines. Les visites des enfants devenaient plus régulières, mais Philippe trouvait toujours un prétexte pour ne pas rester. Céline était revenue à Lille, mais vivait dans un appartement loué à proximité de son travail. Les ragots de quartier étaient omniprésents, les séparations alimentaient toujours les conversations dans les petits endroits comme le Vieux-Lille. C'est par un après-midi pluvieux, typique de l'automne dans notre région, que la sonnette a sonné à l'improviste. J'ouvris la porte et trouvai Céline, seule, ses cheveux dorés assombris par la pluie, sans le parapluie qu'elle portait habituellement. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle, sa voix dépourvue de la confiance dont elle avait toujours fait preuve. J'ai complètement ouvert la porte, ne faisant pas confiance à ma voix pour répondre. Elle entra, laissant une traînée d'eau sur le parquet. Je n'en ai rien dit, cela me paraissait tellement insignifiant maintenant. Nous sommes restés dans le salon, moi assis dans mon fauteuil habituel, elle sur le canapé, à regarder ses mains mouillées. Le silence ressemblait à celui d'une troisième personne dans la pièce. Philippe a demandé le divorce, dit-elle enfin. Je ne sais pas ce que vous attendiez de moi. Je suis désolée, semblait inapproprié, je comprends, semblait faux.
Je l'ai bien mérité, a-t-elle poursuivi. Ce que j'ai fait, il n'y a aucune excuse. Je l'ai alors regardé, je l'ai vraiment regardé. Les yeux gonflés de quelqu'un qui ne dormait pas bien, le visage sans le maquillage parfait qu'il portait toujours, les mains qui tremblaient légèrement. D'une certaine manière, elle paraissait plus petite. Plus humain. Pourquoi es-tu venue ici, Céline? J'ai finalement demandé. Elle leva les yeux, rencontrant le mien pour la première fois depuis son entrée. Parce que tu es la seule personne qui connaît toute la vérité. La seule qui ne me regarde pas avec pitié ou mépris en faisant semblant de ne pas savoir. Tu sais exactement qui je suis et ce que j'ai fait. C'était vrai. Je savais. Et d'une manière ou d'une autre, cela a créé un lien étrange entre nous. Les garçons souffrent, a-t-elle poursuivi, la voix brisée. Mathieu me parle à peine. Amélie pleure tous les soirs en demandant quand on rentre à la maison. Ce sont des enfants forts, a-t-il déclaré, essayant d'offrir un certain réconfort, même minime. Ils s'en remettront. Vont-ils vaincre? A-t-elle demandé, et j'ai réalisé que ce n'était pas une question rhétorique. Elle voulait vraiment savoir. Tu t'en es remis quand Pierre est mort? La mention du nom de mon mari m'a prise par surprise. Céline parlait rarement de lui. Non, répondis-je honnêtement. On ne s'en remet pas. On apprend à vivre avec le trou qui reste. On apprend à construire quelque chose de nouveau autour de lui. Elle hocha la tête, comme si c'était exactement la réponse qu'elle espérait. Je ne suis pas venue demander pardon, dit-elle au bout d'un moment. Pas pour Philippe, pas pour les enfants, pas pour toi. Je sais. Je suis venue parce que j'ai besoin de comprendre, pourquoi. Pourquoi as-tu choisi ce moment pour le dire? Tu aurais pu le dire à Philippe en privé. Tu aurais pu me confronter. Pourquoi comme ça? La question que je m'étais posée des centaines de fois lors de nuits blanches. Parce qu'à ce moment-là, quand tu m'as traité de fardeau, quand tu m'as humilié devant mon fils et mes petits-enfants, je voulais que tu ressentes la même douleur. La même humiliation. La vérité s'est déversée de moi comme l'eau d'un barrage brisé. Je n'ai pas pensé aux enfants, ni à Philippe. J'ai juste pensé à te faire sentir petite, comme tu m'as fait me sentir. Céline n'a pas répondu immédiatement. La pluie frappait les fenêtres, seul bruit dans la pièce silencieuse. Je t'ai toujours envié, tu sais, dit-elle finalement, me surprenant. La façon dont Philippe parlait de toi, comment les enfants t'adoraient, comment tu rendais tout si facile, si naturel. Être mère, être épouse. Rien de tout cela n'est facile, répondis-je. Ça ne l'a jamais été. Cela me semblait. Et peut-être que c'est pour ça que j'ai commencé avec Michel. Parce qu'avec lui, je n'avais pas besoin d'être parfaite. Je n'avais pas besoin de rivaliser avec le souvenir d'une mère parfaite que mon mari adorait tant. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Même si je me sentais diminuée par Céline, elle se sentait intimidée par une image idéalisée de moi qui n'avait jamais été réelle. Nous avons tous les deux blessé cette famille, dis-je doucement. De manière différente mais tout aussi profonde. Elle hocha la tête, et pour la première fois depuis que je l'ai rencontrée, je vis en elle non pas une ennemie ou une rivale, mais une femme aussi brisée que moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A-t-elle demandé, une question sans réponse facile. J'ai regardé par la fenêtre, la pluie qui tombait sans pitié sur l'île, lavant les rues anciennes, ces mêmes rues où j'ai élevé mon fils, où il a rencontré Céline, où ils ont élevé leurs enfants. Je pense que nous avons commencé par récupérer les éclats d'obus, ai-je finalement répondu. Un par un. Lorsqu'une famille est déchirée, qui a le courage de ramasser les morceaux tranchants? Tout ce qui casse ne peut pas être réparé de la même manière, mais il y a peut-être de la beauté dans les réparations. Les premières neiges de l'hiver tombaient doucement sur l'île alors que j'étais assis sur le banc du jardin des plantes. Le parc était presque désert,
Juste quelques courageux qui, comme moi, ont bravé le froid pour trouver un moment de paix. Mon écharpe rouge, cadeau de Pierre lors de notre dernier Noël ensemble, n'offrait que peu de protection contre le vent mordant, mais je remarquais à peine le froid. J'attendais Philippe. Après 2 mois d'éloignement, de brèves conversations à la porte quand je venais chercher les enfants, mon fils avait finalement accepté de me rencontrer. Juste nous deux. Je l'ai vu marcher le long du chemin principal, son pelage sombre contrastant avec la neige qui commençait à s'accumuler. Il avait l'air plus âgé, comme si le temps s'était accéléré au cours de ces quelques mois. Lorsqu'il s'est approché, j'ai remarqué les cernes profonds sous ses yeux, les rides d'expression plus prononcées sur son visage. Mon cœur se serra, j'avais contribué à ces marques. « Bonjour maman », dit-il en s'asseyant à côté de moi, en gardant une distance calculée. « Merci d'être venu, mon fils, répondis-je, résistant à l'envie de le toucher, d'ajuster l'écharpe qui était tordue autour de son cou. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, regardant les flocons de neige danser dans les airs avant d'atterrir doucement sur le sol. Il était plus facile de regarder la neige que de regarder l'un l'autre. « Comment vont les enfants ?» j'ai finalement demandé. « Il s'adapte », a-t-il répondu. « Mathieu va mieux en thérapie. » Amélie a encore du mal à comprendre, mais elle est plus calme maintenant qu'on a établi une routine. J'acquiesçai, avalant la boule qui se formait dans ma gorge. « Et Céline ?» Philippe soupira, son souffle formant un petit nuage dans l'air froid. « Elle fait de gros efforts. Avec les enfants, je veux dire. C'est compliqué. Et le divorce ? Nous parlons de ça. Ce n'est pas une décision que je prends avec colère, maman. C'est... » Il hésita, cherchant ses mots. Il s'agit de ce avec quoi je peux vivre et de ce que je ne peux pas vivre. Pour la première fois depuis son arrivée, il me regarda droit dans les yeux. Mais ce n'est pas de cela dont je veux parler aujourd'hui. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant. Il était temps. J'écoute, dit-il doucement. J'ai passé des mois à essayer de comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait, commença-t-il d'une voix contrôlée et mesurée. Pourquoi as-tu choisi ce moment, de cette façon? Devant les enfants. Devant tout le monde. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais il a levé la main. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je dois dire ceci. Il fit une pause, rassemblant ses pensées. J'étais furieux contre toi. Aussi furieux que contre Céline. Parce que tu savais il y a combien de temps? 3 mois? Et tu as choisi de le garder jusqu'à ce que tu puisses l'utiliser comme une arme. Les mots faisaient mal, mais ils étaient vrais. Je ne pouvais pas le nier. Mais ensuite, après des semaines de colère, j'ai réalisé quelque chose, a-t-il poursuivi. Quelque chose qui m'a encore plus perturbé. J'ai réalisé que je n'étais pas surpris par ce qu'a fait Céline. Choqué, oui. Blessé, bien sûr. Mais surpris? Il secoua la tête. Il y a eu quelque chose de cassé entre nous il y a longtemps. Quelque chose qu'aucun de nous ne voulait affronter. J'écoutais en silence, regardant mon fils mûrir sous mes yeux à travers la douleur. Et j'ai réalisé que je répétais le même schéma avec toi. Il y avait quelque chose de cassé entre nous aussi, maman. Quelque chose qu'aucun de nous ne voulait affronter. J'ai senti les larmes commencer à couler, mais je ne les ai pas arrêtées cette fois. Tu as raison, admis-je. J'ai choisi ce moment parce que je voulais blesser Céline. Je voulais qu'elle ressente l'humiliation qu'elle me faisait ressentir. Je n'ai pas pensé aux enfants, je n'ai pas pensé à toi. Ma voix s'est tue. J'ai utilisé ce que je connaissais comme une arme, comme tu l'as dit. Et j'ai blessé tout le monde dans le processus. Philippe hocha lentement la tête. Oui. Tu l'as fait. Il n'y avait aucune excuse à proposer, aucune justification qui pourrait effacer ce que j'avais fait.
Juste la vérité nue, exposée dans le froid de l'hiver. Mais tu sais ce qui est bizarre, maman? Continua-t-il, sa voix plus douce maintenant. C'était la première fois que je te voyais réellement te battre. Pas la mère parfaite et patiente qui fait toujours passer tout le monde avant elle. J'ai vu Rose Rémy, la femme, défendre son territoire. C'était effrayant et, d'une certaine manière, révélateur. Je l'ai regardé, confus par la direction que prenait la conversation. Après la mort de papa, tu es devenu cette version sanctifiée de toi-même. Comme si tu devais être parfait pour compenser son absence. Tu ne t'es jamais plaint, tu n'as jamais demandé d'aide, tu n'as jamais montré quand tu étais blessé. Il fit une pause. Sauf ce dimanche. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Après le décès de Pierre, je me suis efforcé d'être le pilier dont mon fils et mes petits-enfants avaient besoin. J'ai réprimé ma douleur, ma colère, ma solitude, croyant que c'était une force. J'avais tellement peur d'être un fardeau, ai-je avoué, les mots sortant comme s'ils avaient leur propre vie. Pour être exactement ce que Céline disait que j'étais. Philippe tendit la main et, pour la première fois depuis ce dimanche, toucha la mienne. Et en essayant de ne pas être un fardeau, tu es devenu un étranger. Quelqu'un qui souriait et hochait la tête, qui ravalait les insultes, qui gardait des secrets destructeurs, jusqu'à ce qu'elle explose. La neige tombait maintenant plus abondamment, créant un silence feutré autour de nous, comme si le monde nous donnait de l'intimité pour cette conversation longtemps reportée. Ce qui s'est passé ce dimanche-là était horrible, a poursuivi Philippe. Pour nous tous. Mais peut-être que nous avions besoin de quelque chose à briser pour pouvoir reconstruire différemment. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'en ai marre des demi-vérités et des silences. J'en ai marre de vivre dans une famille où nous jouons tous un rôle, où personne ne dit ce qu'il ressent vraiment jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il m'a serré la main. Céline et moi, peu importe ce qui arrive dans notre mariage, apprenons à être honnêtes l'une envers l'autre. À dire quand nous sommes blessés, quand nous sommes en colère. Et je veux la même chose pour toi, maman. J'ai regardé nos doigts entrelacés, la seule partie de nous qui ne frissonnait pas de froid. Je ne veux plus de la mère parfaite, a-t-il déclaré. Je te veux. Même quand je suis en colère, triste ou imparfait. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage, gelant légèrement sur mes joues. Je ne sais pas si je sais comment faire ça, admis-je. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être ce dont je pensais que tout le monde avait besoin. Je sais, sourit-il légèrement. Et c'est ainsi que nous apprendrons ensemble. Nous étions assis là, la neige s'accumulant sur nos épaules, créant de petites couronnes blanches sur nos têtes. Deux survivants d'un tremblement de terre familial, contemplant les décombres et se demandant comment reconstruire. Céline est venue vers moi, lui ai-je dit. Il y a quelques semaines. Philippe parut surpris, mais pas en colère. Que voulait-elle? Comme toi, je suppose. C'est vrai. Compréhension. J'ai fait une pause. Elle m'a dit qu'elle m'avait toujours envié. Qu'elle se sentait intimidée par l'image que tu avais de moi. Il ferma brièvement les yeux. Cela ressemble à quelque chose dont nous aurions dû parler il y a des années. Oui, j'ai accepté. Beaucoup de choses auraient dû être dites il y a des années. Philippe se leva et me tendit la main. Il fait vraiment froid. Allons-y. Je me levai, mes articulations protestant à la fois contre le froid et contre mon âge. Où allons-nous? J'ai demandé. À la maison, répondit-il simplement. Amélie et Mathieu nous attendent pour le dîner. Je m'arrêtai, incertain. Est-ce que Céline sera là? Il hocha la tête. Oui. En fait, elle cuisinait. Elle a dit qu'il était temps pour nous tous de nous asseoir à nouveau à la même table. Pour les enfants. J'ai ressenti un mélange d'anxiété et d'espoir. Philippe, tu es sûr?
Après tout, il ne s'agit pas de pardon, maman, expliqua-t-il alors que nous marchions lentement dans la neige. Pas encore. Il s'agit de recommencer. D'apprendre à être une famille différente. Une famille où les gens peuvent être imparfaits, faire des erreurs, dire la vérité, même si ça fait mal. J'ai pensé à ces paroles pendant que nous traversions le parc. Sur les recommencements, sur les vérités et les blessures, sur les familles imparfaites. J'ai pensé à Pierre et à ce qu'il dirait s'il pouvait nous voir maintenant, marchant dans la neige vers un dîner qui serait sans doute inconfortable mais nécessaire. Il sourirait probablement de sa manière particulière et dirait que parfois, nous devons casser complètement quelque chose pour mieux le reconstruire. 6 mois plus tard, au printemps, nous étions tous réunis dans le petit jardin de ma maison. Le soleil d'avril réchauffait l'air et les tulipes que Pierre et moi avions plantées il y a des années affichaient fièrement leurs couleurs éclatantes. Mathieu aidait Philippe à installer le nouveau barbecue, un projet qui les avait rapprochés ces dernières semaines. Amélie et moi étions à table, préparant la salade, pendant qu'elle me racontait avec enthousiasme son récital de piano à l'école. Céline est arrivée un peu en retard, comme toujours, apportant une bouteille de vin et un bouquet de pivoine, mes fleurs préférées, un détail qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. « Désolée, je suis en retard », dit-elle en plaçant les fleurs et le vin sur la table. La circulation était épouvantable. « Pas de problème », répondis-je en acceptant les fleurs. « Je vais les mettre dans l'eau. » Notre relation était désormais marquée par une étrange combinaison de distance respectueuse et d'intimité réticente. Nous n'étions pas amis, peut-être que nous ne le serions jamais. Mais nous avions établi une trêve basée sur une vérité partagée, nous aimions tous les deux cette famille, même si nous lui avions fait du mal de différentes manières. Philippe et Céline étaient toujours séparés. Il avait loué un appartement non loin de chez eux, où les enfants passaient la moitié de la semaine. Le divorce était en cours, mais sans l'amertume qui accompagne habituellement une telle procédure. Comme Philippe l'avait dit, ils apprenaient à être honnêtes l'un envers l'autre, même si cela faisait mal. Et moi? J'apprenais à nouveau à être Rose Rémy. Pas seulement la mère de Philippe, la belle-mère de Céline ou encore la grand-mère de Mathieu et Amélie. Mais une femme de 60 ans avec ses propres désirs, frustrations et imperfections. J'ai commencé un cours de peinture à l'université locale, quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que je ne me suis jamais permis. Je me suis fait de nouvelles amies, des femmes de mon âge qui ont compris ce que signifiait recommencer après 60 ans. Et oui, j'ai même commencé à voir Bernard de temps en temps, un gentil professeur d'histoire à la retraite qui avait perdu sa femme à cause d'un cancer, tout comme j'ai perdu Pierre. Lors de ce déjeuner de printemps, alors que je regardais ma famille imparfaite et patchwork autour de la table, j'ai pensé au dessert que j'avais servi ce dimanche fatidique. En fait, je l'ai utilisé comme une arme, sans penser aux conséquences. « À quoi penses-tu, maman ?» demanda Philippe en remarquant mon regard lointain. J'ai souri, décidant de faire ce que nous nous étions promis, dire la vérité, même si cela était inconfortable. Je pensais que parfois nous devons casser complètement quelque chose pour mieux le reconstruire, répondis-je. Ton père disait ça. Philippe hocha la tête et je vis dans ses yeux qu'il comprenait. Céline, qui n'a jamais assez bien connu Pierre pour comprendre sa philosophie, semblait curieuse. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, expliquai-je en regardant chaque visage autour de la table, que parfois les choses doivent s'effondrer avant que nous puissions voir ce qu'elles sont réellement. Et donc lorsque nous reconstruisons, nous ne nous contentons pas de réparer ce qui était là avant. Nous créons quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus honnête. Amélie, avec la sagesse innocente des enfants, ajouta, comme cet art japonais que tu m'as montré, grand-mère ? Celui où l'on répare des vases cassés avec de l'or ? Kintsugi, confirmai-je, impressionné par sa mémoire. Oui, exactement comme ça. L'idée que quelque chose qui a été cassé et réparé peut devenir plus beau, plus précieux qu'avant.
Mathieu, qui était resté silencieux, comme d'habitude depuis ce dimanche, a surpris tout le monde. Donc nous sommes comme un vaisseau qu'insurgit maintenant? Une famille brisée réparée avec de l'or? Un silence pensif tomba sur la table. C'est Céline qui a répondu, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue parler. Je pense que oui, Mathieu. Peut-être que les fissures ont toujours été là, mais maintenant on peut les voir. Et au lieu de prétendre qu'elles n'existent pas, nous les remplissons de quelque chose de précieux. Honnêteté, proposa Philippe. Vrai. Désolé, ajoutai-je doucement, rencontrant pour la première fois le regard de Céline sans gêne. Et l'amour, a ajouté Amélie, avec la simplicité que seul un enfant peut offrir. Parce que même quand on est en colère, on s'aime toujours, non? Bien, avons-nous tous répondu ensemble, comme une chorale improvisée. Et là, sous le soleil printanier de l'île, entouré de ma famille brisée et réparée, j'ai réalisé que peut-être le dessert que j'avais servi ce dimanche-là n'était-il pas qu'une vengeance. Peut-être, involontairement, était-ce le début de quelque chose de plus authentique. Quelque chose qui, comme le kintsugi, montrait ses cicatrices avec fierté, transformant ce qui était autrefois caché en lignes dorées, visibles aux yeux de tous. Plus tard, en nous servant de la tarte tatin, oui, je l'ai quand même fait, mais maintenant avec moins de vin dans le caramel, concession silencieuse aux inquiétudes de Céline, j'ai compris que la vraie leçon n'était pas de servir des secrets en dessert, mais d'apprendre que certaines vérités, aussi amères soient-elles au début, peuvent éventuellement se transformer en quelque chose de sucré. Non pas pour oublier le passé, mais pour avoir le courage de l'affronter ensemble. Tout comme vous, je porte aussi des décennies d'histoire, de douleur et d'apprentissage. J'ai partagé avec vous mon parcours d'humiliation, de vengeance et finalement de reconstruction. Une histoire que beaucoup d'entre nous, avec nos cheveux gris et notre cœur marqué par le temps, connaissent bien. Avez-vous déjà gardé un secret qui pesait comme du plomb dans votre cœur? Avez-vous déjà ressenti la douleur d'être rabaissé par quelqu'un qui était censé vous aimer? Ou peut-être êtes-vous de l'autre côté, portant la culpabilité d'avoir blessé celui que vous aimez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Que feriez-vous à ma place? Aurais-je servi ce dessert amer, ou choisi une autre voie? À cette étape de la vie, nous savons que le temps est trop précieux pour porter seuls nos fardeaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Appuyez sur ce bouton maintenant. Pour des gens comme nous, qui avons tant vécu, trouver un endroit où nos histoires sont entendues et comprises est un véritable cadeau. Un cadeau que je souhaite continuer à vous offrir chaque semaine. N'oubliez pas, nos rides racontent des histoires de rire et de larmes, et il n'y a rien de plus puissant que de les partager. Je vous attends dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de votre cœur, et de votre famille. Rose Rémy, 60 ans, apprend qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer.